Nous, c'est Céleste, Lise et Romain. On est étudiantes et étudiants dans le domaine de l'environnement et pour notre année de césure, on a décidé de partir à la rencontre des acteurs et actrices du changement, œuvrant tous les jours à implémenter de nouveaux modèles au travers de l'économie circulaire. On est donc parti 5 mois, direction l'Europe du Nord, où les initiatives prospèrent. Nous avons traversé la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, la Suède et la Norvège, où nous avons croisé la route d'entreprises, de coopératives, d'associations, de municipalités et d'autant de personnes inspirantes qui nous ont partagé leur expérience. Enrichis de toutes ces rencontres, nous avons voulu partager ces enseignements et ces découvertes autour de nous afin de participer à créer de nouveaux imaginaires. Le recyclage, c'est en fait une activité de valorisation de la matière. On va récupérer la matière d'un produit pour produire une nouvelle matière dite secondaire qui pourra ensuite être réincorporée dans un produit. Donc il faut bien faire attention que recyclage ne signifie pas forcément que la matière va nécessairement être recyclée. Il faut que derrière, en fait, il y ait une demande pour de la matière recyclée. Valoriser comme matière première ce qui est considéré comme un déchet pour une autre filière, c'est ce qu'ont voulu faire les fondateurs de la boulangerie-brasserie Janine en associant invendus de pain et résidus de brassage de la bière. Donc notre constat de base, c'était que 20% du gaspillage alimentaire, 20%, ça correspond à du pain. Donc on s'est dit, voilà, on va prendre ce projet, cette problématique à bras le corps. Et donc notre concept, en fait, vise à récupérer les invendus de pain, non seulement de notre boulangerie, mais également des boulangeries qui gaspillent à Bruxelles. Parce que maintenant qu'on a lancé notre boulangerie, on a très peu d'invendus. Donc voilà, on essaie de prendre les invendus là où ils sont. Et de l'autre côté, on récupère les drèches de microbrasserie. Donc les drèches, c'est les céréales, le malt qui ressort humide du processus de brassage, qui sont réintégrés dans nos pains. Comme ça, on ferme la boucle. Donc nous, on essaye d'être au maximum en circularité, sachant qu'on ne peut pas l'être totalement. En termes de quantité de flux, en 1 an et quelques, on a recyclé 2 tonnes de drèches dans nos pains et environ 1 tonne de pain dans nos bières. Quand tu bois une canette, en gros, tu as l'équivalent d'une tranche de pain dans chacune des canettes. Mais voilà, par contre, on n'est pas totalement en boucle fermée parce que au niveau du pain, si, mais pas au niveau de la drèche. La drèche, en fait, on sort de bien trop grosses quantités et donc on doit utiliser maximum 10% de notre drèche. Toujours à Bruxelles, Conscient valorise l'amidon issu des usines de transformation de pommes de terre. En voulant faire la peinture la plus saine possible, en fait, ça a transformé le projet en peinture la plus écologique possible. Et puis, par exemple, pour l'amidon, on s'est dit, oui, mais attends, c'est stupide de mettre de l'amidon qu'on peut manger, alors qu'il y a peut-être d'autres solutions, il y a peut-être d'autres moyens, peut-être de l'amidon, des pommes de terre inaptes à l'utilisation, ce genre de choses. Au départ, c'était ça. Et puis, au final, au fur et à mesure, on s'est dit, en fait, il y a peut-être moyen de collaborer avec des usines à pommes de terre et puis récupérer directement l'amidon de pommes de terre chez eux. On a collaboré avec une entreprise spécialisée dans ce domaine-là, donc qui récupérait déjà l'amidon dans les usines, qui récupérait l'eau de lavage, en extrayait l'amidon et proposait le produit. C'est ça qu'on a fait. Au-delà des impacts environnementaux d'une telle décision, Conscient, c'est avant tout une entreprise qui souhaite créer des produits sains et accessibles. Et c'est par cet axe-là que l'aspect écologique est apparu. Ça n'a pas commencé avec on va faire un produit circulaire totalement écologique. Non, ça a été commencé avec un produit accessible. On va faire un produit sain, accessible et écologique. On va faire un produit sain, accessible, écologique et circulaire. Quand tu vas dans un magasin pour acheter de l'eau avec un peu de produit actif, c'est stupide, c'est lourd. L'eau, c'est assez lourd, hein, c'est très dense l'eau. Hein. Donc tu viens dans ton truc, ça prend de la place, c'est lourd. On te propose 3 sachets, ou une dizaine de sachets si tu veux, tu prends même une vingtaine de sachets, ça fait la place de ta bouteille d'eau. 20 sachets, c'est 20 sprays de 500 ml. Tu les planques dans ton armoire, ça prend pas de place du tout, et tu utilises toujours la même bouteille. Le gars il se dit, mais en fait, si je paie moins cher, ou au moins le même prix, que c'est aussi efficace en termes d'utilisation, et qu'en plus de ça, ça m'apporte quelque chose en plus, parce que j'ai plus besoin de tout cet espace, tout ça. Bien sûr, alors oui, la transition écologique, c'est pour moi. Ok, j'ai compris.
Il suffit de recycler au maximum tous les déchets pour que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est en effet un premier pas, et c'est nécessaire pour ces déchets qu'on ne peut pas éviter, comme les rêches ou l'amidon de pommes de terre. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Et effectivement, un monde déjà 100% sous un modèle d'économie circulaire, c'est déjà pas possible, en fait, même physiquement, puisque à chaque cycle de recyclage, vous avez une matière qui se dégrade, de la perte de la matière aussi, de la dispersion. Et du coup, en fait, on a besoin de réinjecter un peu de matière vierge à chaque fois. Et en plus, dans un monde en croissance, même si vous arriviez à tout recycler, il faudrait quand même de la matière vierge pour pouvoir répondre à la demande qui augmente. Donc, si je comprends bien, dans un monde continuellement en croissance, le recyclage ne sert pas à grand-chose car pour produire de nouveaux objets avec des matériaux recyclés, il faut quand même en utiliser de nouveaux. Exactement. Ok, donc peut-être que ce qui pourrait être bien, c'est de limiter les processus de transformation qui mobilisent toujours plus de matière et d'énergie et plutôt songer à réutiliser nos objets tels quels. Ça peut parfois sembler compliqué, mais avec un peu de créativité, je suis sûr que c'est possible. Ça, c'est ce qu'on appelle la réutilisation. Et ceux qui en parleront le mieux, c'est sûrement Rituna en Suède, le premier centre commercial 100% dédié à l'économie circulaire qui a ouvert ses portes il y a quelques années. So welcome to Rituna Recycling Mall. As you can see here, we have the recycling center. Our citizens, they come here to sort their trash. So we have different fractions up on this ramp for the citizens just to sort it out. But it's really easy for them to just take a drive down towards our depot where they can drop off reusable material. It was a great possibility for the municipality actually to create a center for recycling and for reuse and reduce the CO2 emissions drastically. We have, at the moment, 11 stores, 11 businesses. We have some furniture stores, electronics, we have a kids store, we have a sports and recreation store. It's really simple and it's convenient. And what we have realized also is that these like local landfills where people would throw their trash, their couch or their TV at like a small recycling place or also just in the woods, you know, like these private dumps, those are gone now because it's convenient for for the people living in Eskilstuna just to drive here. Often when I have teenagers come here, so I show them this bench and I ask them what they think this bench is made of. And do you know? It's the armrests of broken chairs. And I ask them, what is a broken chair worth? And they say, nothing. But if you design something and you create something new, upcycle it from a broken chair, just using the armrest to create this bench, it's actually 10,000 euros. Euros. Oh, Yeah. I was far away, okay. And that makes them like open their eyes. Like, oh, so there is value to all this trash. Cependant, tout ce qui arrive au dépôt ne se vend pas toujours. Par exemple, Rituna collecte chaque année plus de 700 tonnes de vêtements par an, un chiffre en constante augmentation. Face à cela, tout ne peut pas être vendu et une partie est redirigée vers d'autres plateformes de seconde main et 5% de ces vêtements sont brûlés. Mais pourquoi on produit toujours autant de déchets? Le problème vient de la manière dont sont conçus nos objets du quotidien. Ils ne sont plus pensés pour durer. Plutôt que de prendre le problème par l'angle de la consommation, est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à comment sont produits ces objets? C'est justement l'un des piliers de l'économie circulaire, l'éco-conception. Oui, donc l'éco-conception, là, on est vraiment en amont du cycle de vie du produit. Ça se passe au niveau de la conception du produit et ça consiste à intégrer l'environnement dès la conception d'un produit ou d'un service pour intégrer les impacts que peut avoir ce produit tout au long de son cycle de vie. Rencontre avec Lars Zimmermann, le fondateur de MiFactory, un studio de design circulaire et open source qui repense justement la manière dont sont conçus les objets. Circular design has the word circle in it, so it's probably different from linear design. And we often talk about the take, make, and waste approach. So we
harvest resources, turn them into products, use them, and then throw them away and maybe burn them and put them into to a landfill. And then we have to come up with new resources, and it's an endless linear process. While a circular design process would implement some kind of circles. The mission statement goes a little bit like this. If you look at our products today, they are mostly made out of parts that are single use, so they just work in one product. They are custom made for this product, and they are very usually hard to produce. So this means if you have a complex product and one part breaks, the whole product and all the parts that are in this product are lost. You have to throw it out. You can't repair it or reuse it. So why not design things from standard parts that are very easy to make and that are multi-use? So the same part works in many different products at the same time. So maybe some of you know this toy. This is great because it's a perfect example of circularity, because all parts fit together with all parts. And why? Because the distance between the holes is always the same. So they always meet each other. And this is a brilliant circular design principle, and why only use this in a toy? And that's basically what we are developing for more than a year now. So the project slowly takes its shape. We developed 40 products and have now a catalog of 120 parts. And each of these parts is part of at least 2 different products. Okay. And that's what our approach is. And this is more like an open standard, so designers can come and use the parts because all the parts are open in the sense of open source. So you can use them also in your business. Design something, sell it, come up with new designs and build a business around this. And you can also introduce new parts to the catalog if you open them up, and then other designers can use your parts. So the catalog of parts grows. Ainsi, au-delà de l'éco-conception, s'inscrit également le concept de modularité. Penser des objets comme pouvant être déconstruits, chaque composant pouvant avoir divers usages et plusieurs vies. Another approach to modularity that we have is tolerance. This means that we try to come up with parts that can be made from different materials but still work, and that they can even be a little bit different when it comes to the size. And you can see here an example. This is basically the same part, but made from different material. Here you have it from silicone, here you have it from sheet material, from old wood, even from little plastic bricks, you know, and they all work together and are interchangeable. Ces notions d'éco-conception et de modularité ne sont pas seulement applicables aux petits objets d'intérieur. Au Danemark et aux Pays-Bas, Lendager et Madaster, 2 entreprises du secteur du BTP, réutilisent ces concepts afin d'aider le secteur de la construction à se transformer pour créer des bâtiments modernes et durables. So in general, I think it's known that the construction sector causes roughly 40% of the material waste. In the linear system, we take, make, waste. In the end, 40% of the materials end up as degenerated stuff and lost for future use. So that's terrible. Also, 40 to 60% of the carbon emissions are caused coming from the construction sector. So they're really a big part of the issue. So we thought, what about actually looking at waste as a resource? And it's been pretty much a central part of our understanding, not because waste per se is the resource, but it's about the whole mindset of resources, is that we have to use our resources in a much better way. So yes, it is a mine. We truly see that that's a mine, and there's a lot of valuable diamonds in the mine, so to say. And we want to rescue them and give them a safe future. C'est une super idée, mais ça doit être difficile d'avoir accès à des matières premières de bonne qualité issues d'anciens bâtiments. So Madaster is a platform, an IT solution, and like the land register, similarly, in Madaster, one can register all materials and products in the built environment, so both real estate and infrastructure. And once those materials are registered, we basically provide those materials with an identity. Giving them an identity means that we can make conscious decisions about future use. So that's the essence of Madaster, and we want to do that at major scale, huge impact. So we created a platform that is really scalable and that can basically, or is basically able to register any object anywhere on this planet. Now we believe that
what's available is what we have, and we have to look at it and see what can we design with that. So it's a different way of approaching architecture and building. So for us, that's in a very practical way. We map resources, we map areas, surroundings. We try to find out what is available on a site, what is available around a site, what is the national or local context here. So we really try to look into what kind of issues do we have that we can actually solve, and then on the other hand, what kind of available resources do we have? Because for us, that is upfront carbon bank. If there's something, can we reuse the foundation? Can we reuse the building? Can we just transform the building? How much CO2 do we actually save? We believe that in one way or the other, we should make it illegal to demolish, because as it is today, it's more like, I bought this building, I need to demolish it. Okay, you do that, then you... But if we were forced to look at the existing as something that we need to utilize, then we are forced to also invent the economic system. We're forced to, you know what I mean? So we need to maybe not illegalize it, but then find tax it in a way so it gets so expensive to demolish that you're really working progressively to find other ways to use it. Okay. Yeah. Madaster provides materials with an identity. And the whole purpose of doing that is that we can connect those materials to future scenarios, reuse scenarios. The challenge is to capture all those materials at a huge scale and to make the information transparent to those who are initiating new developments so that they can harvest the materials where they are now through that identity. Okay. So we're connecting the old world to the new world, so to say. Yeah. Okay. Yeah. We have a use case where there is 90% reuse of materials realized based on having the material passport when the entire renovation was done. But in general, it's the scores are between 40 to 90% of reuse of materials, but also very important, it shows that using Madaster and using a material passport in general could lead to 60% carbon or decarbonization. But it gives, on the other hand, I believe it gives a lot of artistic and architectural freedom back, maybe not freedom, but then creativity back to the architects and to the built environment. Ok, mais c'est super simple en fait l'économie circulaire. Il suffit de mieux produire, de réemployer, réutiliser et recycler nos déchets. C'est sûr que c'est déjà un premier pas, mais avec la quantité astronomique de déchets créés chaque année, pas sûr qu'on arrive à tous leur trouver une seconde vie. En 2020, 63% des déchets produits en France étaient valorisés. C'est mieux qu'avant, mais il reste toujours 115 millions de tonnes de déchets à enfouir ou incinérer chaque année. Mais tu l'as dit, 63% c'est déjà bien mieux qu'avant. Alors les innovations technologiques vont certainement nous permettre de recycler 100% des déchets qu'on produit dans quelques années, non ? C'est une vision, mais il me paraît risqué de miser sur des technologies qui n'existent pas encore, alors que la solution existe déjà, mais qu'on refuse de la voir. À quoi tu penses ? Faire en sorte que le déchet n'existe pas. Moins produire, moins consommer, refuser la société de consommation et se diriger vers une société de la sobriété. Aujourd'hui, la littérature sur l'économie circulaire s'oriente plus vers les sujets aussi de sobriété. On se dit, sans cette idée de la sobriété, en fait, la manière dont peut être appliquée l'économie circulaire peut même conduire à des impacts encore plus importants que si on n'avait pas des stratégies d'économie circulaire. Et du coup, il est important d'avoir aussi, d'intégrer en fait la notion de sobriété dans des démarches d'économie circulaire. Bon, si même les scientifiques le disent, alors je choisis la sobriété. Un des piliers de l'économie circulaire est l'économie de la fonctionnalité, une nouvelle forme d'économie qu'Hélène Michaud nous a présentée. L'économie de fonctionnalité, c'est le fait de ne plus vendre un produit, mais plutôt son usage. Donc, il y a plein d'exemples, même des exemples historiques. La laverie, vous ne possédez pas la machine à laver, mais vous allez
vous rend dans une laverie pour payer l'usage de la machine à laver. C'est intéressant pour les produits qui sont sous-utilisés, par exemple. Donc, ça permet d'intensifier l'usage d'un produit. Donc, ce n'est pas forcément pertinent pour tout type de produit, hein, l'économie de fonctionnalité. Ainsi, l'économie de la fonctionnalité remet en question le système capitaliste et nous propose de repenser nos modes de consommation. Est-il vraiment nécessaire de tout posséder ? Ne serait-il pas plus logique de mutualiser, d'échanger et de partager pour éviter d'acheter des choses que nous n'utiliserons qu'une fois et que nous finirons par jeter ? En Suède, Fritidsbanken repense notre lien au sport en proposant de louer gratuitement des équipements sportifs. It was my wife, Karina, that actually was the founder 10 years ago. And she thought it was strange that we could borrow books, but not sport items. They started to collect things in 2012 in the autumn and opened in January 2013. The concept is that we collect things that people doesn't need anymore, that are stored in garage, or we ask people to give it to us to get it a second life, you know. So if you don't use it, maybe someone else could do it. I think they got about a couple of, maybe 200 things or so when they first opened. Okay. Today we have 127 different stores or banks. À des milliers de kilomètres en Belgique, Cozy Wheels propose de repenser le paradigme de la voiture individuelle vers la voiture partagée, en facilitant le lien entre propriétaires de véhicules et de potentiels usagers et usagères. Ça part vraiment d'un constat de se dire qu'une voiture reste 95% de son temps à l'arrêt et donc essayer de rentabiliser ce moment-là. Cozy Wheels fonctionne avec des groupes de partage et donc le partage va se faire autour d'une voiture. Le facilitateur de partage, il va essayer de mettre en commun une personne qui a une voiture qui n'utilise pas suffisamment ou un autre véhicule comme un vélo électrique et une personne qui est en recherche d'une voiture mais pas autant que ce qu'il aurait pu l'être s'il avait sa voiture. Ok, je comprends l'idée, mais c'est quoi l'intérêt pour moi de partager ma voiture ou mes patins à glace? Partager les voitures permet aussi de moins avoir de voitures, de diminuer le parc automobile des voitures et donc de diminuer les impacts au niveau de la production, de pouvoir récupérer aussi des places de parking, des espaces dans la rue. Ça permet d'avoir un petit retour économique pour le propriétaire, mais il ne va pas avoir de profit qui est réalisé et ça va vraiment être une mutualisation des coûts. But if you only use things for one day a year or so, it's not so clever to store it in your house for 364 days a year. Of course, we'd like to encourage people to get so in love with an activity that they just are like, I need to buy a pair of ice skates. I need to own one. But we'd like to have that as the end goal. So if someone is gonna be interested in trying ice skates, then maybe buying it immediately, the first thing you do, that doesn't have to be the first step always, because it's possible that those are going to stay in the basement or garage for most of the year. If you want to try ice skates, we have a lot of different sizes. You can try it for several weeks, come back, try different ones, kind of experiment. Then maybe buying an item is the correct choice for them. But at least they got the chance to try it for free and kind of make some mistakes with it for free, because it is of course used items that we're really trying to give them a new life through the people using them. Et puis, au-delà des aspects économiques et environnementaux, partager c'est aussi un réel vecteur de cohésion sociale et de rencontres. People come in here wondering, how much does it cost? How do I get a membership here? Do I have to bring my ID? Do I have to register? Do I need a card? A lot of people have been asking that. It's so simple that any of you who are here today could loan as much as you want and just take with you as you leave today.
And the only thing you would have to leave is a first name and either a phone number or an email address. We really want to make it as available as possible. So we just require the tiniest bit of contact, which is the name and the phone number, for example. So no subscription, nothing like that. And we have found that availability is one of our greatest strengths. It really keeps people using it, keeps people. I think we build a lot of trust in this as well. I think the key word is trust. Okay. We trust people, and I think that this is what it's all about. We trust that you take anything you like here with you. You use it as it should be used, and you come back, return it, right? And it works, in 99% of the cases. Mon histoire avec Cosywheels, ça a commencé en 2016, lorsque je possédais une voiture, et à ce moment-là, j'ai décidé de mettre ma voiture en partage. Au départ avec quelques voisins. J'avais jamais entendu parler de ce système. Je trouvais ça intéressant parce qu'effectivement, notre voiture, 99% du temps, elle ne bougeait pas de sa place de stationnement dans la rue. Il y avait combien de personnes qui utilisaient votre voiture en même temps à peu près? Enfin, elle était Alors, partagée, à la fin, parce que fin décembre 2022, la voiture était en fin de vie et donc on a arrêté de... On a revendu aux garagistes et on n'a plus repris de voiture. Mais à la fin de son utilisation, on comptait 14 utilisateurs, enfin nous deux compris, moi et mon mari. Mais voilà, c'était tous des utilisateurs très sporadiques. Il n'y a jamais vraiment eu de conflit d'agenda avec trop de gens qui demandaient en même temps la voiture. C'est clair que ça a amené de la convivialité, parce que je disais au début, c'est juste mon voisin direct qui m'en a parlé. Ils venaient d'emménager, donc on ne les connaissait pas encore vraiment, mais voilà, ça a permis de créer du lien entre nous. Puis des personnes ont intégré le groupe dès le départ, personnes que j'avais rencontrées lors de cette soirée d'info. Donc voilà, certaines, je les avais déjà aperçues dans le quartier, mais sans avoir jamais discuté avec elles. C'est super chouette tout ça, mais bon courage pour convaincre mes parents. Jamais ils ne se sépareraient de leur voiture. Donc pour revenir un peu sur le contexte de la création de Cosywheels, c'est vraiment un contexte où il y a un monopole de la voiture individuelle, privée, ou qui va être vu comme un élément qui est vraiment utilisé comme un élément de reconnaissance sociale. Et vraiment le fait que même dans les publicités, on le voit, les publicités pour les voitures sont vraiment... La voiture, c'est la liberté, c'est les champs, c'est des villes sans personne. Mais dans la réalité, c'est vraiment tout l'inverse. On voulait vraiment quitter ce paradigme de la voiture individuelle comme vecteur au niveau social et changer totalement et se dire que finalement, partager, avoir des relations avec ses voisins, pouvoir avoir un véhicule on rentabilise vraiment son utilisation, ça c'est vraiment pour contrer ça qu'on a mis en place ce genre de service. Allez, quand on envisage de mettre sa voiture en partage, ça permet de se reposer des questions par rapport à sa voiture. Enfin, pas qu'on ait jamais été très attaché à une voiture. On a eu une réflexion un peu plus profonde au sein de la famille en se disant « Ok, la voiture elle commence à prendre de l'âge, qu'est-ce qu'on va faire après ?» Et puis on s'est dit « Finalement, en fait, on se rend toujours bien compte que depuis qu'on a acheté cette voiture et que plus aucun de nous ne travaille loin, de manière, en tout cas dans des lieux inaccessibles, soit à vélo, soit en transport en commun, on n'a plus vraiment besoin d'un véhicule au quotidien. Et donc, il y a tellement, habitant à Bruxelles, où il y a tellement d'alternatives à la voiture, le fait de posséder sa voiture personnelle n'est plus vraiment une nécessité. Allez, on change son curseur en fait. Mais ça fait quelques années aussi que pour moi la voiture c'est plus forcément un plaisir, c'est du stress des bouchons, du stress d'avoir des accidents. Je préfère un voyage en train même s'il prend plus longtemps. I think it's very important to change the way we live. Right? We need to take care of the things that we own and that we use. We can't continue like we have done. And so circular economy is the answer of that. I think that is something that
means that you reuse, you take care, you find new ways. Ben, c'est sûr que pour un certain nombre de chercheurs, pour la mobilité durable du futur viable, le partage est quelque chose d'essentiel. Quand on regarde, une voiture n'est pas du tout pensée au fait qu'elle puisse être prêtée. Elle est faite pour une seule famille, et pas pouvoir être changée. Et donc, pouvoir avoir les industries automobiles qui réfléchissent déjà au partage, ça pourrait être intéressant aussi. Ça reste un changement d'état d'esprit. Il n'y a pas de solution miracle, heureusement. À part voilà, que ce soit des décisions politiques un peu plus importantes qui soient prises à ce niveau-là. Ok, donc si on récapitule, si on veut se rapprocher d'une réelle circularité dans nos modèles économiques, il faut réfléchir à comment recycler et réutiliser nos déchets. C'est ça, mais c'est encore mieux si on se pose la question dès le début de comment éviter de générer ces déchets, en refusant par exemple de posséder une montagne d'objets et en privilégiant le partage. Mais bon, toute cette histoire de sobriété, moins consommer, moins produire, je ne suis pas sûr que ça plaise à tout le monde. Ah ça, c'est sûrement vrai. Mais peut-être que ce qu'il manque aussi, c'est un petit coup de pouce et un peu de volonté politique, non ? Car si les personnes qui sont aux manettes décident de prendre les choses en main, cela peut faire la différence. De la volonté politique, effectivement, ça pourrait peut-être nous aider. Et ça tombe bien, car c'est exactement ce dont fait preuve la capitale belge. Vous connaissez le point commun des initiatives bruxelloises déjà rencontrées ? Elles s'ancrent toutes dans un modèle de transition économique initié par la ville, appelé la Shifting Economy. Et qui de mieux que Barbara Tracht, la secrétaire d'État à la transition économique de la région bruxelloise, pour nous parler de cela. En 2019, quand le nouveau gouvernement a été mis en place, on a décidé que toutes les politiques devaient être s'aligner sur les objectifs environnementaux. Les outils de développement économique sont des outils incitatifs. Donc moi, j'ai très peu de pouvoir réglementaire. Je ne peux pas obliger les entreprises à faire ci ou ça. Et donc le développement économique, c'est l'accompagnement des entreprises, pour les coacher, les aider à... Et quand je dis des entreprises, c'est à plus de 90% sont des services. On a très peu d'activités productives. Et donc, c'est des politiques d'accompagnement de toutes ces entreprises. Beaucoup de ces entreprises sont donc beaucoup de services et beaucoup de toutes petites entreprises, donc aussi des personnes, en fait, hein, des indépendants, des commerçants. On les accompagne, on les coach, on les aide sur leur business model, on les aide à se développer, on les aide à s'émanciper, on les aide à avoir une activité économique qui leur permet de vivre dignement. Donc, on les finance soit en prenant des participations, en faisant des prêts, ou bien en leur donnant du cash, des primes, en fait, hein, des subventions. Mais donc, dans tous ces outils économiques-là, on transforme leurs conditions en fait, de travail ou leurs conditions d'aide ou de soutien aux entreprises en intégrant des critères sociaux et environnementaux. Donc, on leur a dit depuis 2019 qu'on allait faire ça. On va commencer donc, à partir de... Pour certains outils, c'est déjà fait, hein, mais à donner plus d'aide à ceux qui sont... donc des incitants plus forts à ceux qui sont exemplaires sur le plan social et environnemental. Et en 2030, c'est l'objectif, il n'y aura plus d'aide pour les entreprises qui ne sont plus exemplaires sur le plan social et environnemental. Pour les convaincre, c'est la première chose qu'on a faite en arrivant. On a contacté l'économiste anglaise Ketra Worst, qui est l'auteur de la théorie du donut, que vous connaissez peut-être, et on lui a demandé de faire avec nous le donut bruxellois. On l'a fait de manière participative, c'est-à-dire qu'on a demandé à mes administrations de participer à la constitution ou à la définition de ce donut bruxellois pour leur indiquer que l'activité économique a des impacts, qu'on doit travailler sur les émissions indirectes ou sur notre impact à l'extérieur de la région, puisqu'on importe quasi tout ce qu'on consomme, et que les politiques publiques, que l'économie et les politiques économiques ont un rôle à jouer là-dedans. Donc, notre objectif, c'est pas de n'aider que ceux qui sont déjà, dès le départ, vertueux, mais c'est aussi d'amener les autres à se transformer. Donc, finalement, la shifting economy, la théorie du donut, ça pousse les entreprises à devenir plus vertueuses, mais ça incite aussi les citoyennes et les citoyens à inventer de nouveaux modèles économiques. Exactement. Et à Bruxelles, d'ailleurs, plein de projets proposent des modèles alternatifs. Le nombre important de coopératives dans la ville en est un bon exemple.
on a créé cette coopérative qui vise à mutualiser non seulement un espace de production, mais également des services, un bar, une sandwicherie. Et donc on essaye vraiment de se mettre ensemble en fait, pour faire face un petit peu à la compétition de l'industrie. En fait, sans cette mutualisation, sans cette création de coopérative, on n'aurait jamais pu investir dans du matériel comme vous voyez ici, on n'aurait jamais pu créer un brewpub ici en plein Bruxelles. Et aujourd'hui, c'est ce qui crée notre singularité, je dirais notre résilience. C'est qu'en fait, en cas de pépin, on est 4 en fait, on est 4 microbrasseries fondatrices. Donc la coopérative, comme j'ai expliqué au début, c'est 4 microbrasseries qui se sont mises ensemble pour partir d'une feuille blanche et se dire ok, on veut bosser ensemble. Et ensuite, c'est très vite posé la question de la gouvernance, des statuts, etc. On a 3 parts différentes à la coop. On a les parts A qui sont les parts des microbrasseries fondatrices, donc nous 4, qui ont mis un certain montant dans le capital de la coopérative. Les parts B, en fait, sont des parts d'investisseurs citoyens. Donc là, on a levé un peu plus de 300 000 euros via cette levée de fonds. Et on a un peu plus de 200 actionnaires. Et la troisième part, c'est une banque publique bruxelloise qui s'appelle Finance Bruxelles, qui accompagne en fait via un instrument financier spécifique qui s'appelle Coopus, qui accompagne les projets de coopératives qui font des levées de fonds citoyennes. Donc pour 1 euro de levée de fonds citoyenne levée, eux mettent 1 euro de capital avec 150 000 euros de plafond. Donc ils ont mis 150 000 euros de capital. Donc on a différents types d'organes. On a l'Assemblée générale annuelle avec les différents actionnaires. On valide les comptes et puis on peut voter certains points qui seraient mis à l'ordre du jour. Donc là, c'est une personne, une voix et tout le monde peut venir. Ensuite, une fois par trimestre, mais on peut le faire parfois un peu plus fréquemment, on a le comité d'administration. Donc on a constitué un board avec aussi bien nos financeurs que des personnes extérieures. On a par exemple un entrepreneur qui a une expertise un petit peu en marketing. On a un expert dans le milieu brassicole. On a un avocat et on a nos financeurs et chaque microbrasserie. Donc ça, c'est pour vraiment prendre les décisions stratégiques de la coop. Et ensuite, on a des petits comités opérationnels une fois par semaine où toutes les microbrasseries sont ici, on discute de comment on planifie la semaine, etc. Et on croit justement à ce modèle de coopérative comme un gage de résilience en cas de période difficile. Le modèle de coopérative semble donc intéressant. Il permet une gouvernance plus horizontale et démocratique, une responsabilisation de chacune et chacun, et l'humain revient au cœur des enjeux, avant même la question de l'argent. Mais concrètement, quelles pourraient en être les applications ? Comme on est une coopérative et que on est 1800 à bosser 3 heures par mois dans le magasin, on ne fait pas de bénéfices, c'est interdit. Et 2, on a de la main, on est notre propre main-d'œuvre gratuite, entre guillemets, enfin non rémunérée. Et donc, ça réduit les coûts. Et on y passe beaucoup de temps dans le magasin pour s'alimenter, pour acheter. Voilà. Et là, pour moi, c'est un élément très, très important, cet aspect humain, de se faire sentir partie de ces lieux. En tout cas, le projet de base, c'est de s'alimenter et de consommer autrement. Enfin, s'alimenter sainement, à un prix abordable et consommer autrement. Arrêter d'être un consommateur passif. Donc dans les 4 axes qui correspondent aux 4 lettres du mot BIS, il y a le caractère écologique. Biscoop, comme plein d'autres initiatives bruxelloises, s'inscrit dans un modèle d'économie sociale et solidaire. Son fonctionnement se base sur l'unité et la force de la coopération, permettant de générer une plus-value qui n'est plus seulement monétaire, mais également sociale, de recréer du lien entre habitantes et habitants, et en plus de cela, de participer activement à la transition alimentaire. Il y a le caractère social, et pour moi, le social, c'est aussi être attentif à, au-delà de l'écologie, proprement dite, il y a aussi être attentif à
qu'est-ce qu'on va léguer à nos générations futures? Donc, créer de nouveaux modèles économiques, finalement, c'est possible. Oui, et bien sûr, ça aide un peu si les politiques vont dans ce sens. Bruxelles en est un bon exemple. Mais quand même, je me demande. Là, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est qu'on peut faire des choses, que c'est possible. Mais bon, on reste à une petite échelle. Oui, c'est sûr. L'idée, si l'on veut avoir un changement dans notre système, c'est que tous ces projets entrent en cohérence et que finalement, tous les citoyens et citoyennes s'y mettent un peu. Oui, mais comment on peut faire? Comment mobiliser l'ensemble de la société? Car on n'a pas toutes et tous les mêmes moyens, les mêmes facilités, ou bien la même sensibilité à ces enjeux finalement. Et puis, en démocratie, on ne peut pas contraindre les gens à changer leurs habitudes. Mais attends, peut-être qu'elle est là la clé. Peut-être que ce qu'il nous faut justement, c'est plus de démocratie, un peu d'imagination, et peut-être même un grain de folie. Un peu de folie, je ne sais pas. Quoique, aujourd'hui, notre société considère parfois comme un peu fou le fait d'accorder sa confiance aux citoyennes et citoyens dans leur capacité à s'organiser et à créer de belles choses. Finalement, cette confiance est souvent vue comme une forme de risque et peu nombreuses sont les personnes qui s'y confrontent. Mais heureusement, certaines et certains franchissent le pas. Nous nous retrouvons alors aux Pays-Bas, dans la ville de Culemborg. Ici même, en 1994, a été lancé un projet un peu fou, celui de bâtir un quartier écologique, conçu par et pour ses habitantes et habitants, portant le nom de Lanxmeer. The reason I started this project was that in 93 or 92, the government published a huge plan for 800,000 houses in the Netherlands, and that was to be built in 20 years. And they really wanted to make a huge step forward to sustainable building. And 2 months later, there was a new policy plan that they published, and they said, we made some progress, but unfortunately, we are not able to reach the people in the country with our policy. And then I thought, well, show in reality what it means for people to live in a green environment where you have an integral water concept, the energy, whatever, the houses are good insulated. And within a week, we got a phone call from Culemborg because the director of the planning department had heard about the concept and they recognized their own ideals. And then they decided that they wanted to start this project here. And there was a unique site available. And then there was this initiative of some citizens, not from Culemborg itself, but from abroad, who said, we want to try to realize a kind of super sustainable quarter with the aspect of permaculture, with an important role for people themselves to determine what's going to happen there, and also with focus on food, not only with a farm in the area, but also in the gardens. I talked about it in the local board, in the daily board of the and my colleague who was a liberal, I'm a socialist, I'm a social democrat, and he said, well, Jean, if we want to do this, it's important we determine ourselves the development. So we are not going to hire a developing country, the developing company. We're doing it ourselves, and we take the risk ourselves, financial risks. Grâce à la force de volonté de Marleen et au pari de la municipalité, le projet Eva Lanxmeer commence à sortir de terre. Un principe est alors placé au cœur de la conception, celui de la participation des futurs habitantes et habitants dans l'élaboration du quartier. And before we knew where it would be built, there were already 80, not 18, but 80 people who said, we want to live in such an ecological district. It was the city, it was the municipality, Jan Goed is his name, the director, and he said, well, they had experience with participation in the city to make the center of the town car-free, and they had done it in a very good way. And then they said, well, you have participation in your program, and we agree, and that's very important. And you have already 80 people that announced that they... So we want to select or to have a little representation of, we want to invite some of these people to join in our workshops for etc. From the beginning we said the people themselves should play a role in designing their own living environment.
And they shall also play an important role in the managing of the area. So a second aspect is that from the beginning it was clear that participation of future inhabitants of the quarter was important. C'est ainsi que, depuis les prémices de la construction, les habitantes et habitants se regroupent régulièrement en assemblée afin de discuter, de délibérer et de partager leurs idées sur ce à quoi devrait ressembler leur futur lieu de vie. There's a church around here, and we use this as a place where people came together. Nothing to do with religion, but the church had to make money also, so they hired there. And on a very rainy Saturday, there was one of the first meetings of the future inhabitants, of some future inhabitants, with their children. And I saw the children sitting on the floor, making schemes and making pictures of the houses they like, the environment. And what we saw is that they were of this age and also bigger, of course, but they all were interested in a neighborhood where they could also identify themselves as part of, the greens and the animals and the houses. They had there was something in it, which was really, it struck me. À l'image des dessins des enfants qui avaient tant marqué Jean, la nature se retrouve aujourd'hui partout dans le quartier. Ce souhait de concrétiser une cohabitation entre nature et habitantes et habitants est également, et depuis longtemps, celui de Marleen. Permaculture design methods mean the cooperation between human beings and nature, the emphasis on autonomy, recycling, closing cycles, developing self-supporting systems, the use of sustainable resources of energy and water, and results in a living environments that demonstrate the diversity, stability and resilience of natural ecosystems. And it creates conditions for social environments and conscious lifestyles. Also, cities can be monocultures. So it is to rethink about the development of cities or of urbs, whatever urban development, from a totally different system than what happens today, still today. And it's going slowly, but it's going better, I think. Et au sein de Lanxmer, le cœur de cette coexistence entre nature et habitantes et habitants se situe au sein de cours partagées entre maisons appelées Hof. We share the property of the area. So there is some public area, and people are responsible for managing this area in a natural way. So the greens and also some food things, like some little fruit, not really important, not on a big scale, but a decision to let them participate also in managing their own area was important. Because the permaculture, there's also this natural, this transition from private to semi-public to public. And it has been literally become the basis of the social life in the district. And you also read how important it is for people to have the possibility to meet one another and do things together. Voici donc le socle même sur lequel s'est bâti Lanxmer. La coopération et la solidarité des habitantes et habitants dans la gestion de leur lieu de vie, de leur quartier. Dès le début du projet, ils et elles se sont dotés de leur propre schéma d'organisation. D'abord en créant une association les représentant dans les instances municipales, puis en gérant en coopérative l'énergie, les espaces verts et l'eau, selon des principes de filtrage et de rétention naturelle, modelant le paysage du quartier. On retrouve également, à proximité directe, une ferme urbaine, créée simultanément à Lanxmer, auprès de laquelle les habitantes et habitants peuvent acheter des produits frais, bio et de qualité. Quant aux espaces communs, tels que les Hof, ils constituent des lieux de rencontre, de convivialité et de partage. Ce sont les places fortes du quartier. Eva Lanxmer appartient donc en premier lieu à ses habitantes et habitants. Il a été conçu par et pour elles et eux. Il ne s'agit pas simplement de bâtiments construits selon des principes d'architecture écologique, mais également d'une communauté fonctionnant en chœur et démontrant que oui, une autre voie est possible. And I was warned at that time by colleagues from other and by the National Association. It's not going to work within a few years. They have squirrels, they're fighting. The neighborhood and his wife
they're falling in love with the other neighbors, and then they're splitting up, and it gives a lot of, and all those things happened, of course, but it didn't touch the basics of the cooperation in the community. So I still think this is a very good and a very strong philosophical basis for the whole. You have to realize what you can do, like the decision. We should not spend it to a company, a building company, or a developing company. We do it ourselves, and it took some risks, of course. The community lost some money with it, also because they didn't sell the area to the big money makers. But on the other side, I think for the long term, it gives also wins to the community. Yeah, it's like a return on investment, but it's not necessarily in money. It's also in social. Yeah. Social one. Changer de voie est possible, et repenser notre société en intégrant davantage les citoyennes et citoyens semble un levier intéressant. Mais dans certains contextes, cela me paraît parfois compliqué. C'est-à-dire? Eva Lanxmer, aux Pays-Bas, c'est super. Mais les habitantes et habitants que l'on a rencontrés étaient déjà bien sensibilisés à l'écologie. Et puis aussi, ils et elles le voulaient, ce changement, et étaient moteurs. Comment on fait tout cela lorsque les citoyennes et citoyens sont très éloignés de ces problématiques ou n'ont pas vraiment le luxe de s'en préoccuper? Pour répondre à ça, pourquoi ne pas revenir près de chez nous, dans le nord de la France, au cœur du bassin minier, dans un contexte qui nous est plus familier? La trajectoire de l'os, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord, il faut se remettre dans le contexte d'un territoire minier, donc, où tout était centré autour de la mine. Donc, votre métier, vous étiez mineur, dès 14 ans, enfin, dès enfant, donc les hommes étaient plutôt mineurs, et dans une organisation où il n'y avait que cette entreprise-là, ces compagnies en fait, minières, qui étaient au départ des compagnies privées, les jeux, les associations, etc., tout était régi en fait par les mines. Votre jardin, vous faisiez votre jardin, vous avez un garde qui venait vérifier que vous faisiez bien votre jardin, etc. Donc en gros, un système très patriarcal, très encadré, pendant plus de 150 années, avec une activité où on allait chercher une ressource naturelle, le charbon. Par définition, une ressource naturelle, elle est limitée dans le temps, et donc quasiment tout le monde savait qu'on courait vers une fin inéluctable, et quand vous avez qu'un seul type d'industrie, votre modèle, quand il va s'effondrer, il n'y a plus rien. Tout s'arrête, c'est-à-dire tout le monde perd son emploi, en plus avec un côté où ce modèle est tombé, c'est-à-dire que du coup le modèle économique était plus viable, le charbon ailleurs était plus intéressant, enfin, donc une certaine honte aussi, une certaine colère, enfin un certain nombre de sentiments qui se mêlent, et puis des difficultés à pouvoir se représenter un avenir qui puisse être viable, durable. Au-delà d'une crise sociale, il y a aussi une crise écologique, puisque l'activité charbonnière a généré beaucoup de conséquences pour l'environnement. Des cours d'eau se sont inversés, je ne parle pas de la pollution de l'eau, des affaissements miniers énormes. Aujourd'hui, dans la ville, on a d'ailleurs un étendard, un drapeau qui a 15 mètres de hauteur. C'est pas qu'il y a 15 mètres de hauteur, c'est que en fait, le niveau en fait, du sol était 15 mètres plus haut. Et donc, ce qui a fait un peu la spécificité de l'os, c'est notamment une vision du maire de l'époque, Marcel Caron, qui dès 1984 se dit bon, on va droit dans le mur, il faut pouvoir se réinventer. Quels sont nos atouts aujourd'hui? Il se rend compte qu'on a déjà plein d'atouts. On a une solidarité très forte entre les uns et les autres. Il y a déjà de l'expertise qui existe. Il y a une envie commune de pouvoir faire. La vision qu'il a eue, c'était de se dire on a eu un modèle qui était non durable, celui du charbon, qui a amené plein de conséquences catastrophiques. Comment on peut se réinventer un nouveau modèle, du coup, plus durable, même si c'était dit avec peut-être d'autres mots, et surtout, comment on peut le faire ensemble. Se réinventer ensemble, c'est donc le défi que s'est lancé Los Angoel. Et pour cela, elle a choisi avant tout de replacer ses habitantes et habitants au cœur des choix, des évolutions et des décisions, afin de construire un futur enviable pour toutes et tous. Pourquoi impliquer les gens? Pourquoi impliquer les gens? Premier élément, c'est qu'aujourd'hui, le politique est discrédité. Alors, le maire en première ligne, c'est mieux, des élus de terrain comme nous, ça va encore, mais quand même, de manière générale, les gens ont perdu ou perdent confiance en la politique. Deuxième chose, c'est que l'expertise d'usage, elle est absolument nécessaire.
Et quand on est sur des sujets aussi complexes que la question de transition, c'est-à-dire passage d'un modèle qui était connu mais qui n'était pas top, à un modèle qu'on ne connaît pas encore forcément, mais sur lequel il faut pouvoir se projeter, se le représenter, et opérer cette transition-là, ça veut dire lever aussi des freins et opérer une conduite du changement, bah, c'est compliqué. Donc si on le fait de manière hyper descendante en disant bon bah maintenant on va changer, hein, ça va être comme ça, on va changer, voilà, vous avez compris, tout le monde a compris, merci, au revoir. Bah, on voit bien que ça ne marche pas. Renouer avec une démocratie à échelle locale est donc un enjeu fort pour la ville. Mais comment connecter les habitantes et habitants à cette participation dans un contexte où la plupart se sont progressivement sentis délaissés par la société? Et qu'est-ce que c'était le 50-50? C'était de se dire, on est quand même dans une société plutôt culturellement encadrée, et donc il faudrait déverrouiller et accentuer la capacité à pouvoir proposer des choses. Et donc dans cet état d'esprit-là, c'était vraiment de dire, voilà, vous avez des projets, vous avez des idées, ben, venez vers nous. La porte d'entrée initiale, c'était le cadre de vie. Donc c'est pour ça que les premiers 50-50 se sont développés autour du fleurissement en fait. Et donc qu'est-ce que c'était? C'était simplement, ben, nous on veut que notre rue soit fleurie, ben, comment tu vas y contribuer? En gros, c'était ok, tu veux claquer les doigts, moi je veux ça, ben toi qu'est-ce que tu vas faire? Responsabiliser les habitantes et habitants, c'est un sujet qui revient souvent lorsque l'on parle de démocratie. Et ça marche. Mais quand même, à chaque fois qu'on a fait d'investissement à cet endroit-là, on y retrouve en fait un retour sur investissement. Que ce soit dans la gestion du projet même, dans le respect de ce projet-là, et puis surtout sur ce qu'on appelle le patrimoine immatériel, la confiance, la reconnaissance, l'envie de bien faire. Tout à l'heure, on parlait aussi de fierté, les gens sont hyper fiers. Par exemple, dans les cours d'école, les gens ont fait une pétition pour dire dans les cours d'école, il n'y a rien, nos enfants le midi s'ennuient. Donc c'est juste, en plus c'est vrai, nos cours d'école sont vraiment pas top, hein, ils avaient raison. Et donc du coup ils nous l'ont dit, vous voulez des jeux, des choses comme ça, etc. On a dit bon bah ok, 50-50. Donc du coup qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a eu un groupe qui s'est réuni, les gens ont dit bah, on pourrait faire du marquage au sol, on pourrait faire des jeux, etc. avec de la peinture, très bonne idée, comment on s'y prend? Ah bah tiens, il y a déjà eu un petit bout de projet là, donc on a quelques pochoirs, on pourrait aller choper des pochoirs là. Bon ok, très bien, il y a eu un groupe de travail qui s'est mis en place, et les gens, en fait, on réussit même à mettre les enseignants dans le coup, des enfants, des familles, la municipalité, le concierge. Et ils ont travaillé des samedis matins dans la cour et pour réaliser ça pendant les vacances. Et je peux vous assurer, moi je suis arrivé le jour de la rentrée. Le jour de la rentrée, ils ont ouvert les grilles et vous voyez tous les enfants jouer sur ce que vous avez fait. Et je regardais en fait la tête des gens de l'association. Ils étaient blêmes, vous auriez vu, tellement ils étaient pris par l'émotion de voir les enfants jouer. Et ça, je pense que ça transforme profondément. Et ça aura beaucoup plus de puissance et d'impact que n'importe quelle bêtise qu'on aurait pu acheter à 10, 20, 30 ou 40 000 euros. Et ce n'est pas tout. Le Sangoël abrite également un fonctionnement économique bien particulier qui participe pleinement au renforcement de l'implication des citoyennes et citoyens. On est face à un public ici qui est souvent en précarité alimentaire, qui est en manque de confiance en lui, avec bien souvent aussi des soucis de retour à l'emploi. On distribue des paniers de légumes sous forme d'abonnement, sauf qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas forcément s'acheter un panier de légumes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir une personne qui va avoir un panier solidaire, par exemple, parce que ça existe aussi, ce genre de formule. Donc elle va payer son panier presque rien parce qu'il y a une compensation à côté du réseau cocaïne de l'État. Mais demain, quand ce panier solidaire, elle ne l'aura plus, comment elle fera pour accéder à ces légumes? Et bien, si elle s'investit via notre système d'échange Ménadel, elle pourra accéder à de la manne et grâce à la manne, payer son panier de légumes. Voilà. Elle pourra accéder aussi à d'autres avantages et d'autres contreparties via la manne. Après, c'est vrai que le jeu de la manne fait que les gens ont envie d'obtenir de la manne et donc ont envie de s'investir et ont envie de venir du coup sur les chantiers coopératifs et les temps où ils vont pouvoir gagner de la manne. L'idée, c'était aussi que la manne puisse valoriser les talents des uns et des autres. Par exemple, on a des très bonnes couturières à l'interne. Ça nous est arrivé d'avoir recours à elles pour des petits travaux de couture. Dans ces cas-là, on peut leur donner de la manne en échange. Et puis c'est beaucoup plus, il y a un côté très incarné de la manne en fait au final. Quand on en parle avec les adhérents, et c'était un témoignage qu'on a eu justement récemment, il y a quelqu'un qui nous dit la manne c'est un peu nous en fait. Je m'appelle Ingrid, j'ai 52 ans, bientôt 53. Et je suis adhérente ici depuis 9 mois. J'étais en dépression, j'avais des médicaments depuis 2019. J'avais du cholestérol parce que je mangeais très mauvais, c'était mauvais. C'est des boîtes, du gras et tout.
Et du coup, ici, on m'a appris à cuisiner bio, sain, des légumes de saison. Et j'ai plus de cholestérol. Mon médecin est heureux. Moi, je suis couturière de base. Donc, comme ça, je peux aider à faire des réparations. On vient me solliciter pour faire des ourlets, ici et là. Et en contrepartie, les autres adhérents, je les sollicite. Donc, moi, ça m'a sauvée. Franchement. Et du coup, vous venez souvent ici Ouais, dès que je peux, je viens. La manne devient un véritable catalyseur de participation et de lien social. Par ce nouveau type d'échange, les habitantes et habitants trouvent un réel avantage à la participation dans la vie de la commune, y prennent goût, et finalement, l'implication devient naturelle. La manne, en tant que monnaie locale, crée une toute nouvelle dynamique au sein de la ville, rapproche les personnes entre elles et met en valeur ce qu'elles ont en commun, ce qu'elles partagent. Grâce à tout ça, le Sangoël a été reconnu par l'ADEME comme démonstratrice de la conduite du changement vers la ville durable. Mais au-delà de ce titre, le Sangoël apporte un réel espoir en prouvant que nous avons en main les clés du changement et que, malgré nos différences souvent mises en avant, nous partageons un même attachement à un territoire et à une histoire qui peut être mobilisée pour réinventer notre société. Was a helpless soul like a needle, like a